Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Architecture durable et industrie locale, on en parle ce soir. Tenir compte des données environnementales et culturelles, la vulnérabilité aux risques naturels des villes, les inondations, la pollution et bien d'autres inconforts, la topographie, le choix des matériaux de construction, tout cela relève des compétences des architectes. Les industries locales en lien étroit avec l'architecture, la construction, on en parle également ce soir. Pour une architecture durable, et ça fait l'actualité. Un événement important y est associé. Nous avons un reportage signé Davis Eyo. L'édition 2023 du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat promet. Cette année, le salon s'ouvre au monde avec la participation des ordres des architectes des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la participation de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, FAFA, et l'Alliance des architectes francophones, AAF. Pour cette 9e édition, il s'agira de valoriser le savoir-faire des industries locales, garantissant la matière première sur des circuits courts. Objectif, réduire l'empreinte carbone pour protéger l'environnement, y compris les coûts finaux. Ce salon se veut également un marché où se rencontrent offres et demandes à travers conférences, expositions et les rencontres B2B. Le salon de l'architecture et du bâtiment ouvre ses portes les 12 et 16 décembre dans le hall 1 du parc des expositions. De retour en studio, nous recevons M. Amon Joseph. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Effectivement. Merci à vous d'être là. Alors, première impression sur l'élément de reportage qui vient de passer, cela résume? Bref, mais complet. Bref, mais complet. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la définition de l'architecte? Alors, l'architecte, c'est celui à qui qu'on appelle couramment le maître d'œuvre, celui donc qui est appelé à faire réaliser de manière concrète un projet de construction le plus souvent. Et à partir de cette intention qui est exprimée par celui qu'on appelle le maître d'ouvrage, donc le client ou celui qui va financer l'opération, l'architecte va articuler tout un volet dit conceptuel au départ. Ensuite, il aura un volet administratif qui donne l'autorisation de passer à la réalisation. Et puis ensuite, le suivi et le contrôle de la réalisation afin de rendre après le projet opérationnel et exploitable. Quelle est la nuance entre l'architecte et le maître d'ouvrage? Alors, l'architecte, on le dit, nous, maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui est le chef d'orchestre, celui qui va articuler un certain nombre de personnes autour de lui afin de pouvoir faire passer d'un projet qui était encore dans un format d'abstraction à un projet concret. Alors, il réunit autour de lui plusieurs compétences, plusieurs industriels, plusieurs constructeurs et ingénieurs, et il va, pour le compte du maître d'ouvrage, faire assurer la réalisation de ce bâtiment. D'accord. Alors, pourquoi parler d'architecture durable en opposition à l'architecture tout court? Alors, ça correspond à un véritable besoin qui est exprimé, non pas en Côte d'Ivoire simplement, mais au niveau mondial. C'est qu'on s'est rendu compte que l'environnement était fortement impacté par le mode de vie des différentes populations. Donc, on était en train de, comme on dit, détruire quasiment notre planète en utilisant des matériaux ou des consommables tout azimut. Et on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, la planète, elle était véritablement en danger. Donc, il a été amené à un certain nombre de personnes de se réunir et de définir un certain nombre d'objectifs. Il y en a eu 17 qui ont été arrêtés par les Nations Unies et les différents États à travers le monde. Et à partir de ce moment-là, chaque personne ou chaque institution ou chaque entité est amenée à amener sa contribution, sa pierre à l'édification d'un monde meilleur. Donc, architecture durable amène tous les architectes à travers le monde à poser un certain nombre de problèmes et à entrer dans une préservation de notre environnement et en utilisant tout ce qui est à notre disposition pour améliorer cet environnement. D'accord. Architecture durable, vous avez parlé de 17 piliers. Vous pouvez nous en citer 2 ou 3, pêle-mêle? Alors, tout simplement, il y a la lutte contre la pauvreté, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'emploi, il y a l'eau, il y a l'énergie. Ça touche tous les secteurs à travers le monde. Et à titre d'exemple, lorsqu'on parle, par exemple, de santé, il s'agit de voir comment, par la conception architecturale, par l'amélioration du format
d'organisation des différents espaces dans un établissement sanitaire, par exemple, on peut amener la population qui va fréquenter ces établissements à avoir un mieux-être, un bien-être, une meilleure prise en charge, tout en respectant l'environnement qui est tout autour. Voilà. D'accord, donc on comprend bien que les matériaux déterminent la qualité de vie, par exemple. Essentiellement, il faut le dire que lorsqu'on parle d'architecture durable, on parle d'environnement et autres, le choix des matériaux est capital. Fabriquer une tonne de ciment est énergivore. On consomme extrêmement énormément d'énergie. Lorsque des matériaux sont fabriqués dans un continent et transportés dans un autre continent, les coûts liés au transport, donc à toute l'énergie qui est utilisée pour transporter tout ça, impactent sur le coût et bien entendu sur l'environnement. Or, lorsque nous disposons à proximité de certains matériaux, il faut les utiliser. Et nous avons, nous, cette capacité dans nos milieux d'avoir énormément de matériaux, que ce soit même que la terre ou la pierre ou le bois, eh bien, utilisons-les pour faire des constructions. D'accord. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous transmettez comme information. Donnez-moi un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de construire avec des briques en ciment, il y a une autre matière qui serait favorisée, qui serait moins chère et puis beaucoup plus bénéfique pour l'environnement? Ah oui, il y en a énormément. Vous savez, je le dis assez souvent, en Afrique, on n'a jamais vécu dans la nature, ni dans les arbres comme on a essayé de le faire transparaître dans certains lieux. Non, on a vécu dans des maisons qui étaient très bien construites. En utilisant rien que de la terre et du bois, on arrive à faire des très belles constructions économes en énergie, puisqu'on les a à proximité, on ne va pas les chercher, il n'y a pas de problème lié au transport de ces différents matériaux. On savait les mettre en œuvre, on savait les utiliser de manière appropriée à notre environnement, parce que lorsqu'on construisait en milieu désertique ou en milieu forestier, on savait adapter nos constructions à notre environnement. Et aujourd'hui, même quand vous entrez dans nos maisons de nos grands-parents, vous pouvez voir qu'il y a un microclimat extraordinaire à l'intérieur. Malheureusement, on a laissé ces matériaux, on est parti vers l'atoll, on est parti vers des constructions en matériaux dits modernes ou contemporains. Et automatiquement, on dénature d'abord notre environnement, on lui donne un autre paysage, d'autres qualités, mais qui ne sont pas meilleures que ce qu'on avait avant. Alors aujourd'hui, on revient. Et je voudrais juste vous donner un exemple. Le dernier architecte qui a eu le prix Puzzler, qui est le prix Nobel de l'architecture, le Burkinabé Francis Kéré, utilise des matériaux locaux, utilise de la terre. En ville. Partout dans ce projet. Parce qu'on a la mauvaise habitude de penser que les matériaux en terre, par exemple, ce serait pour le milieu rural. Et puis en ville, il faut quelque chose, on a l'impression que c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus durable. Or, on se trompe. On peut se tromper et on arrive à se tromper quelquefois. Bien entendu, utiliser certains matériaux en ville, donc il n'y a pas de proximité immédiate de ces matériaux. Si vous devez avoir de la terre adaptée à la construction en plein milieu du plateau, vous comprendrez que ce sera un peu difficile. Il faudra aller les chercher à plusieurs kilomètres. Donc immédiatement, le coût lié au transport va impacter sur le coût final et donc la notion d'architecture durable adaptée à ce type de construction risque de ne pas être atteinte. Par contre, lorsque vous êtes au village, il va falloir le favoriser. Et à ce moment-là, les architectes, dans nos démarches actuelles, nous devons viser à réaliser davantage de projets adaptés à l'environnement dans lequel on se trouve, parce que construire pas toujours en terre, on peut construire en bois, on peut construire avec de la pierre. Tout dépend des matériaux que nous avons à proximité et en disponibilité. D'accord. Alors, un grand événement ces jours-ci s'ouvre, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, mais là déjà, quel est le constat qui est fait ici en Côte d'Ivoire? Lorsque l'on voit un bâtiment, lorsque l'on voit une bâtisse, est-ce qu'on peut systématiquement se dire qu'il y a eu l'intervention d'un architecte? Je pense que oui. Lorsque vous vous promenez à travers la ville d'Abidjan, que vous voyez certains ouvrages qui sont faits, on sent qu'il y a une touche professionnelle qui a accompagné la réalisation de ce bâtiment. Et puis dans d'autres, on a quelques petites incertitudes. Ça, c'est vu de l'extérieur. Lorsque vous pénétrez maintenant à l'intérieur de ces bâtiments, en fonction de la composition architecturale, la facilité de circulation, l'identification des espaces et autres, vous comprenez encore que là, il y a dû avoir un professionnel qui est intervenu à un certain moment. Donc, quelquefois, on arrive à voir, nous, certains bâtiments, et lorsqu'on entre, peut-être esthétiquement de l'extérieur, ça présente bien, mais lorsque vous êtes à l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir un petit désordre fonctionnel qui vous gêne un tout petit peu. Donc, le plus souvent, on finit par conclure que ce projet n'a pas fait l'objet d'une touche d'un professionnel. Et là, c'est quelque peu dommage. Et je dois le dire à la suite,
qu'avec regret, nous constatons que près de 75-80% des constructions qui se font de manière générale sur le périmètre du Grand Abidjan se réalisent sans le concours de professionnels. Et ça, c'est réellement dommage parce que cela dénature un peu nos villes et cités. D'accord. Alors, cette grosse industrie locale que l'on sollicite pour avoir les matériaux à proximité, est-ce qu'elle est vraiment percutante? Ah oui, il y en a certaines qui sont même très bonnes. Malheureusement, peut-être elles ne sont pas suffisamment connues. On ne sait pas ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles produisent, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans notre développement économique. Et le salon Archibat est une occasion de pouvoir les connaître, de les découvrir et de savoir qu'elles existent à proximité. On n'a pas besoin de faire de longs voyages pour trouver certains matériaux. Ils sont juste à côté de nous, avec des personnes qui sont formées, aguerries à pouvoir répondre à toutes les différentes sollicitations. Donc, nous devons travailler dans ce sens et c'est un peu l'objectif de ce salon, coparrainé par l'Ordre des architectes et un partenaire qui est Ars Marketing. Et nous essayons de pouvoir entrer en communication avec la population pour mettre à disposition toutes ces différentes disponibilités et connaissances. Alors, ce salon, on est déjà à sa 9e édition. Quel bilan pourriez-vous nous faire des 8 précédentes éditions? Elles sont toutes positives. Je dois vous dire qu'à la première édition à laquelle j'ai eu l'occasion d'y assister, j'étais très perplexe. Je me demandais où est-ce qu'on allait partir. À la deuxième, ça commençait à disparaître. Et puis à partir de la troisième, on y a adhéré tous. Parce que nous croyons véritablement que c'est une vitrine en or qui est offerte aux architectes et à tous ses partenaires de pouvoir montrer quel est le savoir-faire, le savoir-être des architectes et de l'offre économique que la Côte d'Ivoire peut offrir à la sous-région et plus tard à tout le continent. Et à preuve, je peux dire qu'à l'issue de 8 éditions, cette 9e a franchi un bond qualitatif, dans la mesure où nous avons une forte participation de l'espace communautaire de l'UMOA qui nous accompagne. Depuis la commission de l'UMOA, par son président, ainsi que la conférence des ordres des 8 États membres de la conférence des ordres, qui sont tous présents. Et en plus de ça, cela a débordé maintenant nos frontières, je dirais, sous-régionales, parce que l'Union internationale des architectes et l'Union des architectes d'Afrique ont un regard bienveillant sur ce salon. Et donc, le vice-président au niveau mondial, le président au niveau continental seront présents pendant toutes ces journées afin de pouvoir accompagner l'Ordre des architectes, accompagner l'ensemble des industriels qui vont participer vers un regard nouveau sur le continent. Et nous sommes très heureux d'avoir cette opportunité de pouvoir la partager avec nos frères du continent. Alors ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste, qu'il y a une certaine homogénéité sur la qualité et sur le niveau à atteindre d'un point de vue intégration de matériaux, intégration de l'environnement, tout ça? Oui, tout à fait. Et nous l'avons déjà annoncé lors du lancement du salon Archibat. Aujourd'hui, ce n'est plus les 322 000 km² de la superficie de la Côte d'Ivoire, c'est plus de 3,5 millions de km² de l'espace UMOA. Donc nous multiplions par 10 la superficie qui est offerte à toutes les industries d'intervenir sur cette zone. Aussi bien des industries qui sont, on est local en Côte d'Ivoire, mais nous, notre réflexion du local, ça devient maintenant communautaire. C'est-à-dire que les industries qui se trouvent aussi bien au Burkina ou ailleurs ont leur place dans notre marché. Nous avons au Burkina une industrie performante, par exemple, en tout ce qui est en briques cuites. Or, ici, on a tendance à faire venir nos briques cuites au-delà des océans. Donc, nous devons comprendre que nous n'avons pas besoin de faire des milliers de kilomètres, mais nous les avons à quelques centaines de kilomètres de nos maisons. Et nous pouvons avoir ces matériaux qui sont des matériaux de haute qualité et qui peuvent entrer dans nos réalisations. D'accord. Alors, Singapour, on en discutait, c'est vraiment l'exemple à suivre? Alors, Singapour a pris une avance sur beaucoup de pays parce que très tôt, ils se sont intéressés, je dirais, à l'architecture durable, mais surtout à une préservation de l'environnement. Et ils ont développé toute une série de réflexions et de mise en œuvre de matériaux afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Singapour est considéré aujourd'hui comme une des villes les plus propres au monde. Lorsqu'on parle de propreté, ce n'est pas simplement au niveau de la, comme on dit, des façades des bâtiments, mais dans le mode de vie de la population, dans l'offre de vie, de la qualité de vie qui est offerte. Et donc cette expérience, dans un pays, ville-État,
qui est dans le même milieu tropical que le nôtre, c'est-à-dire à proximité de l'équateur, qui a les mêmes conditions météo quasiment que les nôtres, nous inspire. Et nous voulons nous inspirer véritablement de cette expérience. Donc, des architectes singapouriens seront là, ils vont nous faire partager l'expérience de Singapour, d'où ils sont partis, où ils sont aujourd'hui et vers où ils partent. Donc, cette expérience, on ne fabrique pas la roue qui tourne. Nous voulons nous y inspirer. Bien entendu, on ne va pas faire une copie-coller, mais nous voulons voir quelle était la démarche qui a conduit les architectes de ces pays à amener un certain nombre de réflexions et qui font qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont eu l'occasion de se rendre à Singapour, peuvent dire « Waouh, c'est une ville particulière ». D'accord. Alors, on a bien compris que les experts venus de Singapour seront là. Et vous avez des experts de la sous-région également, de l'espace en fait, UMOA, qui vont venir partager leur expérience et s'inspirer de la nôtre. Tout à fait. Donc, tous les présidents des ordres de l'espace ou des 8 États seront ici présents à Abidjan à partir de la semaine prochaine. D'abord, on va commencer par une réunion interne au niveau de la conférence pour partager un certain nombre de réflexions et des visions, mais plus liées, nous, à la formation de nos futurs architectes dans notre espace, qui va être enchaîné par le salon Archibat. Et on va conclure après par des soutenances de diplômes au sein de l'école d'architecture d'Abidjan, qui est l'école qui a été créée par l'ordre des architectes. Donc, ces experts qui viennent de ces différents pays, parce qu'ils sont véritablement des experts, vont également apporter dans les panels que nous allons avoir durant le salon, leurs expériences, la partager avec le public, la partager entre nous-mêmes, afin de voir qu'est-ce qui est de positif en chacun de nous, et puis tirer, comme on dit, profit les uns des autres de tout ce qui sera partagé. D'accord. Panel et conférences à l'ordre, c'est normal. Quels sont les grands axes qui vont se dégager? Alors, on touchera plusieurs sujets durant ces 5 journées. Il y aura 4 journées pleines liées à nos conférences. Il y en aura 6. Donc, il y a des experts qui viennent de tous les milieux. On va parler des villes, on va parler également de l'architecture durable, des matériaux, de quoi nous disposons, comment nous allons les mettre en œuvre, quelles sont les difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ces différentes actions. Nous allons certainement interpeller les décideurs de nos différents pays, à savoir les administrations, les politiques et autres, afin de les sensibiliser. Parce que pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs, il y a nécessairement besoin d'avoir des accompagnements politiques, des accompagnements administratifs, des accompagnements fiscaux et autres. Et nous voulons parler un peu de tout ça. Nos réalités d'un pays à l'autre peuvent différer, mais nos objectifs sont communs. Donc, nous voulons profiter de cette occasion qui nous est offerte. Alors, un exemple concret, est-ce à dire, par exemple, que lorsque vous parliez de matériaux de construction, notamment à base de terre, s'il y a des entreprises locales qui peuvent le faire, elles ont besoin d'un accompagnement, une volonté politique pour, par exemple, développer cette industrie-là? Tout à fait. C'est indéniable. Vous savez, pour l'expérience que j'ai, lorsque la fiscalité accompagne les industriels, la réalisation ou la matérialisation de certains choix techniques s'accélère. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, alors c'est le profit qui va dicter les choix ou les orientations. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement. Il faut qu'il y ait des exonérations qui s'opèrent sur certains matériaux ou une surtaxation sur d'autres matériaux afin d'amener l'usage de nos matériaux en disponibilité. Et donc, c'est tout ça que nous allons aborder. On sera, je pense, relativement bien aguerri à fournir un certain nombre d'exemples, de statistiques même, à nos gouvernants pour dire « aidez-nous à atteindre ces différents objectifs ». Ce n'est pas simplement pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas simplement pour la sous-région, mais c'est pour toute la planète. D'accord. Alors, beaucoup d'exposants attendus, ils sont au nombre de combien? Et puis, quels sont de manière caricaturale les secteurs d'activité? Alors, il y a 150 exposants nous avons pu prendre parce que nous avons une capacité d'accueil qui reste malheureusement limitée. Beaucoup sont restés encore à la porte. Avant, on les cherchait. Aujourd'hui, c'est eux qui courent après nous. Donc, c'est déjà une bonne satisfaction pour les salons à venir. Et c'est un clin d'œil également encore aux politiques pour leur dire penser rapidement à étendre la capacité d'exposition de notre parc. Ça, c'est la petite parenthèse que je voudrais faire. Mais ils seront dans tous les secteurs, au niveau de la conception, au niveau de la réalisation, au niveau des matériaux, des industriels, des services, des finances, parce que même les banques qui sont parties prenantes, les assurances sont parties prenantes, donc tout le monde vient. Donc, on pourra avoir réponse à tout. C'est-à-dire, vous voulez réaliser,
Mais quelles sont les difficultés financières que je peux, moi, simple citoyen, rencontrer dans la mobilisation des ressources pour pouvoir réaliser? Eh bien, il y a des banques qui seront présentes et qui pourront vous apporter des réponses adaptées à vos préoccupations. C'est un lieu pour rassembler tout le monde, de venir à ce salon et puis de trouver réponse à toutes les préoccupations qui pourraient être émises. Tout à l'heure, vous avez parlé de chiffres importants, c'est-à-dire 80% des constructions ont été a priori faites sans la participation de professionnels. Tout à l'heure, vous le disiez. Est-ce que, à tort ou à raison, le fait de penser que l'architecte pourrait avoir des coûts trop onéreux pourrait rentrer en ligne de compte? Alors, j'aurais bien voulu poser la question aux 20% qui font appel aux architectes. Parce qu'eux, ils ont donc vite compris que l'architecte n'était pas si cher que ça. Au contraire, ils ont compris que travailler avec un architecte, ça a déjà commencé à faire de bonnes économies. Parce que ne pensez pas que l'architecte se limite simplement à faire un dessin ou une conception et puis de vous donner. Il vous accompagne durant toute la phase de réalisation. Il vous accompagne même dans l'exploitation de votre bâtiment dès le début. Il peut vous dire, avant même que votre bâtiment ne soit fini, quels pourraient être les coûts liés à la maintenance ou à l'entretien ou à l'amortissement de vos investissements. Tout ça fait partie de la formation de l'architecte et des services que peuvent vous offrir les architectes. Maintenant, les 80% qui ne viennent pas, moi je considère qu'un grand nombre ne sait pas exactement quel est ce métier, quelles sont les attentes de ce métier. Donc nous devons aller vers eux, pour leur expliquer en quoi consiste le métier d'architecte, en quoi consiste l'apport de l'architecture dans la réalisation de leur projet, en quoi consiste l'architecture dans la ville, dans le quartier, dans la ville, dans la cité, dans le pays. Parce qu'il y a des pays qui ont dit bien construits, mais ils sont bien construits par qui? Par des personnes qui ont accepté de faire appel à des corps de métier, que sont les ingénieurs, les architectes, les urbanistes, les géographes, etc., et matérialiser une réalisation. Ça a été un peu le thème de la précédente édition du Salon Archibat, qui avait été à son temps fabrication de la ville par les professionnels. Donc, on avait abordé déjà toutes ces différentes problématiques et je serais heureux de vous offrir la revue qui a pris la synthèse de tous nos travaux et qui répond un peu à toutes ces différentes sollicitations. Ce sera avec grand plaisir. Alors, est-ce que dans votre plaidoyer, parce qu'à un moment donné, il y en aura forcément, vous avez prévu de sensibiliser les politiques sur le fait, par exemple, de n'octroyer aucune autorisation de construire sans la présence d'un architecte? Ah si, mais le politique nous accompagne dans ce cheminement. Les textes en vigueur imposent que tout projet à réaliser le soit par un architecte. Et aujourd'hui, je peux dire qu'au niveau du ministère de la Construction et de son guichet unique du permis de construire, aucun projet n'est pas s'il n'a pas été visé par les architectes. Donc, tous ces projets sont vus par des équipes d'experts qui regardent et qui vous donnent la garantie que vous avez respecté les règles d'urbanisme, que vous respectez également les règles liées à la réalisation de votre ouvrage. Par contre, un grand nombre s'abstiennent de se rapprocher des différentes administrations en essayant de contourner cela. Et ça donne des immeubles qui s'effondrent, par exemple. Et ça donne des immeubles qui s'effondrent, notamment, et avec grand regret, parce qu'il ne s'agit pas simplement de pertes économiques, mais quelquefois de pertes humaines. Vies humaines. Donc, finalement, ça revient plus cher. Et voilà, une vie humaine n'a pas de prix. N'a pas de prix, c'est clair. D'accord. Alors, cette Archibat, vous ciblez le grand public également? Tout le monde. On vise principalement le grand public, parce que c'est vers eux que nous voulons nous adresser. Les autres, on sait où les rencontrer. Je sais où se trouvent nos administrations, je sais où se trouvent nos banquiers, nos assureurs, et ainsi de suite. Mais le grand public, il est réparti sur tout le territoire national. Oui. Donc, c'est vers eux que nous voulons partir. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore mis en place toutes les différentes stratégies pour, comme on dit, inonder le pays de notre présence. Donc, nous leur offrons un plateau où ils peuvent venir vers nous. Mais progressivement, j'en suis persuadé que dans les mois ou les années à venir, nous irons vers les villes de l'intérieur. Je rêve d'un prochain Archibat, non pas à Abidjan, mais dans une des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elles font partie également de notre territoire. Donc, ce n'est pas Abidjan qui doit rester toujours Abidjan et les autres sont une autre partie de la Côte d'Ivoire. Mais demain, que je sois à Yamoussoukro ou à Boaké ou à Korogo, c'est la Côte d'Ivoire et je serai heureux d'avoir... La démographie aussi joue énormément. Oui, mais je ne regarde pas tout à fait la démographie. Ça, c'est plutôt les économistes qui vont la regarder pour voir quel est le gain de se déplacer en allant à Korogo. Est-ce qu'ils vont toucher les mêmes objectifs que moi? Moi, je veux toucher le cœur de la population et je considère qu'elle est partout présente en Côte d'Ivoire. Elle a besoin
d'avoir la visite également de tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'édification de notre pays. Donc ça veut dire que vous réunissez au même endroit tous les partenaires qui rentrent dans la conception, dans la mise en œuvre et puis dans la construction d'un bâtiment. Ce sera peut-être à ce moment-là un format d'Archibat Plus. Nous aurons peut-être le format Archibat base tel que nous l'avons conçu depuis déjà 9e édition bientôt, mais nous aurons peut-être maintenant un format d'Archibat Plus qui sera peut-être plus restreint et qui va avoir une cible beaucoup plus régionale ou rurale. Et ça, nous allons apporter des réflexions, je pense, très prochainement. D'accord. Vous attendez combien de participants? Alors, le chiffre maximal n'est pas limité, mais le chiffre minimal, je dirais, moi, si j'ai atteint 30 à 35 000 personnes au minimum qui viendront nous rendre visite, je pense que déjà nous aurons atteint un certain objectif. Mais un chiffre, je pense, abordable sera autour de 50 000 visiteurs pour ce salon. Alors, ce salon aura lieu quand? Alors, on commence le mardi 12 décembre prochain jusqu'au samedi 16 au parc d'exposition sur la route de l'aéroport, nouveau parc, mais également un nouveau site magnifique qui nous permet de pouvoir montrer davantage le savoir-faire ivoirien. Alors, si vous aviez un appel à lancer, ce serait lequel? Alors, inviter la population à venir, sans hésiter. Nous serons présents pendant toutes ces journées et pour rencontrer les industriels comme les architectes, comme les différents experts de tous les corps de métier présents. Qu'elles viennent, entre 9h et 19h, nous serons présents, prêts à les accueillir, à les accompagner, à donner tous les avis, conseils qu'elles solliciteront. D'accord. Donc de 9h à 19h. 19h du mardi prochain au samedi prochain. Tout à fait. C'est bien cela. Voilà. N'ayez pas peur de la distance. Nous, on sera présents en tout cas. D'accord. Alors, ce salon, il est payant, il est gratuit? Alors, il est payant, je dirais, au franc symbolique. Symboliquement. 1000 francs, je pense que c'est à la portée de tous. D'accord. Très bien, je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, Monsieur Amon Joseph, vous êtes président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci et tout heureux d'avoir participé à cette émission à vos côtés. Je vous remercie infiniment. Donc, architecture durable et industrie locale, on en a parlé. Ce salon donc qui ouvre ses portes du 12 au 16 décembre, donc au parc des expositions d'Abidjan. Et puis vous êtes attendus nombreux, le grand public est ciblé. Madame, Monsieur, infiniment merci d'avoir suivi ce numéro de Ça fait l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir.